plus tarder, je vous propose de passer la parole au professeur Hélène Belloy, donc sur une thématique qui est de plus en plus prégnante dans les services d'anesthésie et de réanimation, sur l'utilisation des morphiniques et l'implication que peut avoir l'utilisation des morphiniques et ses modalités d'administration sur la survenue de complications respiratoires post-opératoires. Hélène, c'est à toi. Merci Emmanuel. Sur le rôle des morphiniques dans l'hypoxémie post-opératoire, effectivement, c'est un peu quelque chose d'un peu nouveau, même si intellectuellement on pourrait se dire que c'est une évidence que les morphiniques ça déprime la respiration. Et en fait, c'est très récent si on en parle, et on peut se poser la question de pourquoi. Pourquoi ? Parce que en fait, c'était un effet secondaire auquel on s'est peu intéressé finalement. Il y a peu de littérature sur le sujet, et on s'y intéresse très récemment. Simplement parce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a un problème de crise de santé publique sur l'utilisation des opiacés et qu'il y a une mortalité extrêmement importante due à la dépression respiratoire au morphinique. Et la deuxième raison pour laquelle subitement on voit les hypoxémies qu'on ne voyait pas avant, c'est qu'en fait, classiquement, on mettait toujours de l'oxygène de façon systématique à tous les patients en post-opératoire. Et quand on commence à faire de la réhabilitation rapide, comme on fait tous depuis un certain nombre d'années, bien, quand on retire tous les tuyaux, on finit aussi par retirer les lunettes d'oxygène et on voit apparaître ce qu'on ne voyait pas avant, qui sont des hypoxémies. Alors, pardon, cette diapositive pour vous montrer la réalité des choses avec des chiffres. Donc ici, l'objectif de cette étude, c'était de regarder si quand on utilise une PCA avec des opiacés de longue ou de courte durée d'action, il y avait une différence. Bon, en l'occurrence, il n'y en avait pas, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mesuré le temps passé avec une saturation en dessous de 95% chez les patients. Et vous voyez qu'il y en a 75% qui passent au moins 10 minutes avec une saturation en moins de 95% dès lors qu'ils ont une PCA, quel que soit l'opioïde utilisé. Et quand on regarde ceux qui passent au moins 20 minutes, ben on en a encore plus de 50% des patients qui, sur la durée de la PCA, vont avoir une désaturation. Et il n'y a pas de différence donc en fonction du type d'opiacé utilisé. Une autre étude importante, et je vous la montre parce qu'elle est rétrospective, mais il y a énormément de patients, comme vous pouvez le voir, quasiment 12 000. Donc, c'est 12 000 patients de post-opératoire de chirurgie d'arthroplastie de hanche ou de genou. Et ils ont regardé de façon rétrospective dans une database les dépressions respiratoires post-op. Donc, tout venant, ils en ont quasiment 24%. Et puis ensuite, ils ont regardé s'il y avait une différence entre anesthésie générale et rachianesthésie. Donc vous voyez que l'incidence, elle est beaucoup plus importante sous anesthésie générale, ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont regardé les facteurs de risque. Et ça augmente quand on utilise de l'isoflurane. Alors, ce n'est pas forcément les pratiques de tout le monde. Mais par contre, c'est directement lié à la quantité d'opiacés utilisés en opératoire. Et ça, c'est pour le opératoire. Et pour le post-opératoire, eh bien, vous voyez que les deux facteurs de risque qui sont ressortis, c'est la gabapentine. Donc ça, on sait que la gabapentine donnée en préopératoire, il y a un risque sédatif. Mais c'est aussi les opiacés. Dès qu'on donne, là en l'occurrence de l'oxycodone, plus de 20 mg par jour, ce qui est quand même rapidement atteint, eh bien, on a un risque de dépression respiratoire après la chirurgie. Donc, est-ce que ces chiffres, parce que là, je vous montre juste des chiffres de désaturation. Une désaturation, ça ne veut pas forcément dire une morbidité ou voire même une mortalité. Donc, en fait, est-ce que ça se traduit en quelque chose de concret ? Bien, pour ça, on n'a pas beaucoup de chiffres européens, en tout cas pas français, mais on a les chiffres américains. Ça, c'est l'analyse des close claims que les Américains publient de façon régulière. Et ici, c'est les close claims sur la douleur, dernière publication en 2015. Donc, ils reprennent toutes les plaintes qui concernent la douleur aiguë sur une longue période, vous voyez, entre 1990 et 2009. Et donc, sur 357 plaintes de patients, il y a eu 92 dépressions respiratoires dues à des opiacés. Et dans la vaste majorité des cas, vous voyez, 80% des cas, c'était du post-op immédiat, donc c'est dans la zone qui nous concerne. Et eh bien, ça se traduit comment ? Vous voyez, c'est assez simple à regarder et assez parlant. Eh ben, parmi ces 92 dépressions respiratoires induites par les opiacés, il y a 55% de décès. Et ceux qui ne sont pas morts, eh bien, ils ont des séquelles neurologiques permanentes qui peuvent être importantes pour 22% d'entre eux. Donc on a une mortalité, quand on la cherche, qui est importante, qui fait même froid dans le dos.
Donc, est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens de pouvoir essayer de prévenir cette hypoxémie post-opératoire induite par les opiacés qui semble réelle quand on commence à s'y intéresser? Je vous montre cette revue récente qui a essayé de faire le tour de la question. Donc, ils ont repris 13 études, mais comme vous voyez, il y a quand même la vaste majorité des études sont rétrospectives avec les biais qui peuvent y être liés. Et donc, ils ont un taux de dépression respiratoire qui est assez bas, qui est 0,5%, dépression respiratoire liée aux opiacés dans le post-op. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré des facteurs de risque. C'est donc clairement les gabapentinoïdes, encore une fois. Si vous avez déjà utilisé la gabapentine en préopératoire, vous le savez, c'est sédatif et c'est un risque de dépression respiratoire. Donc, il faut vraiment le réserver à des patients sélectionnés. L'association de plusieurs morphiniques. L'administration de deux façons de la morphine, c'est-à-dire une PCA et la voie IVSE, ça, c'est vraiment absolument pas recommandé, contre-indiqué, interdit, je ne sais pas comment le dire autrement, mais il ne faut pas le faire, sauf cas vraiment exceptionnel de toxicomane, mais dans le 99,9% des cas, il ne faut pas mettre de seringue électrique de morphine et de PCA. Dès qu'on a une dose de morphine supérieure à 25 mg par jour, on a un risque de dépression respiratoire. Et donc, la dépression respiratoire augmente avec la dose. Ce qui amène à la question que vous devriez maintenant me poser, qui est qu'est-ce qui se passe du coup si on ne fait pas d'opiacés? C'est la solution. On n'aura pas de dépression. Alors, effectivement, c'est très séduisant et c'est tentant de faire ce raccourci, mais pour le moment, on n'a pas la réponse. Donc là, je vous montre des résultats d'OFA. Donc, OFA, c'est Opioid Free Anesthesia. Et donc, c'est des résultats d'une étude observationnelle qu'on a fait au CHU de Rennes qui ne sont pas encore publiés. Donc, c'est juste observationnel, prospectif, il n'y a pas de groupe contrôle. Hein. Mais vous pouvez remarquer, donc ces patients, vous voyez le protocole d'anesthésie qu'ils ont eu. Il n'y en a aucun qui a reçu des opiacés en péropératoire, en tout cas. Et si vous regardez les consommations de morphine en post-opératoire, vous voyez que les médianes sont à 0 en salle de réveil et la moyenne, elle est juste à 2. Et on parle de chirurgie lourde pour cancer, chirurgie abdominale lourde pour cancer. Donc, si vous avez en tête les consommations standards habituelles de vos patients, vous savez que c'est beaucoup plus élevé que ça. Donc, probablement, en tout cas sur le papier, il y a un intérêt à l'opioid free anesthesia, qu'on va diminuer le risque d'hypoxémie post-opératoire chez les patients et qu'on n'a pas fait d'opiacés en péropératoire. Donc, on n'a pas encore la réponse à cette question. Et la réponse, on l'aura quand on aura les résultats de ce PHRC, cette étude qui s'appelle POFA, pour lesquels il y a 11 centres qui participent en France. Cette étude vient de démarrer. Et le critère de jugement, c'est justement un critère composite qui inclut l'hypoxémie, la confusion et l'iléus post-opératoire chez des patients qui ont soit une anesthésie avec des opiacés, soit une anesthésie sans opiacés. Donc, je vous invite à ce qu'on se revoie dans quelques temps pour avoir la réponse à cette question. Merci beaucoup, Hélène. Une première question qui nous vient de nos internautes. Est-ce que du coup, pour toi, sur la base de ce que tu viens de nous dire, il faut mettre systématiquement de l'oxygène aux patients post-opératoires? Et si oui, comment est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Et sinon, comment est-ce qu'on pourrait faire pour s'en passer? Alors, c'est une bonne question. Et en pratique, nous, on a changé nos pratiques assez récemment, notamment dû à l'étude POFA, mais pas que. On était, comme tout le monde, à, je pense, oxygène systématique. Et on ne le fait plus. On extube les patients, on ne met pas d'oxygène et on met de l'oxygène si on a besoin. Donc, tu regardes ce qui se passe, en fait. Et on regarde ce qui se passe. Et on se rend compte, de façon assez surprenante, qu'on fasse de l'OFA ou pas, d'ailleurs, qu'il y a un nombre non négligeable de patients qui n'ont pas besoin d'oxygène. Et donc, ça permet qu'ils retournent dans leur chambre avec un tuyau de moins, et c'est toujours ça. Donc, et tu te fixerais quoi comme cible de SPO2 pratique? Nous, notre cible pratique, c'est en dessous de 95. En dessous de 95, du coup, on a un protocole de salle de réveil. En dessous de 95, on met de l'oxygène systématique. Et à nouveau, après, les infirmières essayent de sevrer à nouveau à distance. Et quand tu dis oxygène, c'est quoi du coup le type de... C'est des lunettes. Des lunettes. En première intention, c'est des lunettes, oui. Ouais. Alors, parmi les questions qui nous remontent, il y a pas mal de gens qui semblent intéressés par l'OFA. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment est-ce que concrètement tu peux proposer que ça se mette en pratique, cette opioid free anesthesia? Alors, l'OFA, c'est une technique qui est un petit peu nouvelle. Enfin, pas pour tout le monde, parce qu'il y a des pays comme la Belgique où ils l'utilisent depuis longtemps, mais ils n'ont pas beaucoup publié. C'est une technique qui est effectivement séduisante, qui consiste à ne pas faire d'opiacés du tout en péropératoire. Et donc, il va falloir faire, sur le modèle de l'analgésie multimodale, faire une anesthésie multimodale. Donc, on associe différents médicaments
le plus souvent donc de la kétamine, de la lidocaïne IV ou une anesthésie loco-régionale si la situation s'y prête. Et puis pour la stabilité hémodynamique, eh bien, y a différents modèles, mais nous on utilise la dexméthédomidine, un alpha-2 agoniste. En Belgique, on utilise plutôt la clonidine. C'est des questions d'habitude aussi. Si vous recherchez dans la littérature, vous verrez qu'il n'y a vraiment pas grand-chose de publié. Il y a quelques petites études, mais à chaque fois, c'est 20 patients par groupe, pas grand-chose, mais c'est un début. En tout cas, quand vous testez, c'est extrêmement séduisant et ça change vos pratiques, c'est-à-dire que les patients se réveillent de façon complètement transformée par rapport à l'habitude qu'on a quand on fait des morphiniques et quand on en fait beaucoup. Si on fait une chirurgie abdominale pendant 5 heures, au final, on fait beaucoup de morphiniques. Donc, c'est balbutiant. Ceux qui veulent s'y mettre, il faut essayer. Ça demande un temps d'apprentissage. Il faut savoir manier les alpha-2 agonistes en péropératoire. Il faut savoir aussi que du coup, les signes habituels qu'on a sur la fréquence cardiaque et sur la tension, on ne les a plus. Donc ça demande un peu d'apprentissage, mais c'est une technique séduisante qui manque encore de preuves dans la littérature. Et en pratique, sur les quelques données dont on dispose, alors tu disais il n'y a pas grand-chose, mais quand on fait ça, est-ce que pour autant ça s'accompagne réellement d'une diminution des hypoxémies en post-op ? Les hypoxémies, j'en sais rien, il n'y a pas de données. Par contre, concrètement, il y a une diminution de 2 choses. C'est la consommation de morphine et les niveaux de douleur. Les patients sont moins douloureux et évidemment consomment moins de morphine. Donc, et cette diminution de consommation de morphine, elle est quand même très importante. Donc on peut suspecter que quand on consomme si peu de morphine, on aura moins d'effets secondaires de la morphine. Nous, ce qu'on observe déjà, c'est qu'on a beaucoup moins de nausées et vomissements. L'hypoxémie, je ne sais pas, on n'a pas regardé. Mais... Ouais. Alors c'est vrai que le mécanisme des hypoxémies en post-op, il est multifactoriel, donc on va le voir avec les présentations suivantes. Il y a effectivement d'autres mécanismes qui resteront, eux, pourvoyeurs d'événements hypoxémiques. Mais c'est vrai que si on peut réduire... Si on enlève un élément... Ouais, c'est bien, c'est vachement bien. Et tu disais on peut faire de la dexmédetomidine ou du catapressant. Alors aujourd'hui, tout le monde n'a pas de dexmédetomidine. En pratique, si on n'a que du catapressant dans son bloc, on fait comment ? Alors, c'est une question un peu piège pour moi parce que j'ai pas l'expérience du catapressant. Non, mais j'ai pas l'expérience du catapressant. En tout cas en péropératoire. En tout cas dans la littérature, c'est plus bradycardisant que la dexméthédomidine. Voilà. Donc ceux qui ont l'habitude, comme en Belgique, font ça très bien. Ils font ça tous les jours. Ils n'ont pas de souci avec. Moi, je ne sais pas trop l'utiliser. J'ai jamais fait parce que moi, j'ai la chance d'avoir la dexméthédomidine. D'accord. Et aujourd'hui, tu le fais pour tout type de chirurgie. C'est pareil, c'est une question qui nous remonte. Ça. Alors non, on le fait. Je pense que dans notre expérience, c'est pas adapté à la chirurgie ambulatoire, très clairement, parce que en fait, vous avez un petit délai de réveil. Quand les patients se réveillent, ils se réveillent dans un état où ils sont nettement mieux qu'après une anesthésie classique. Par contre, vous avez un petit délai de réveil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit délai avant l'extubation. Par contre, à partir du moment où ils sont extubés, finalement, ils sont quasiment sortants de la salle de réveil. Donc, nous, on ne fait absolument pas sur les chirurgies de courte durée ni sur l'ambulatoire. Pour le moment, on fait sur des chirurgies lourdes digestives, sur des rachis en orthopédie, voilà, sur ce type de chirurgie. D'accord. Enfin, je pense que, en tout cas, les gens sont convaincus, parce qu'à plus de 86% d'entre eux, ils sont à peu près déjà convaincus qu'il y a un vrai rôle des morphiniques dans la survenue de ces événements indésirables en post-op. Donc, effectivement, on sent bien qu'il y a plus qu'un frémissement autour de cette thématique. Est-ce que vous avez des questions pour Hélène, peut-être ? Oui, Monsieur Jabert. Hélène, merci beaucoup. Une question, on passe de free totalement à ce qu'il y avait avant. Est-ce qu'on peut imaginer un intermédiaire qui serait un combiné en disant on diminue les effets, parce que tu dis le catapressant sans que du catapressant. Nous, on a un peu l'expérience des fortes doses catapressant, c'est parfois oui, c'est pas un facile. problème. Donc est-ce qu'on peut pas imaginer brièvement comme ça, moitié-moitié ou quelque chose comme ça, un panaché, je sais pas. Est-ce qu'on a de l'expérience? Est-ce qu'il y a de la littérature? Un combo? Non, mais dès qu'on diminue les doses, il y a un bénéfice. Donc oui. Et après, l'expérience, la vraie vie, c'est que quand on se met à faire de l'OFA, on n'ose pas, au début, ne pas faire de bolus pour l'intubation. Donc en fait, la vraie vie, c'est qu'au départ, on continue à faire un bolus de morphinique pour l'intubation au moins, jusqu'au jour où on se dit, ce matin, j'en fais pas. Et on n'en fait pas et on se rend compte qu'on n'en a pas besoin si on fait ça bien. Mais il faut déjà avoir une certaine expérience de l'OFA. En tout cas, le message, pour répondre à ta question, c'est que dès qu'on peut diminuer les morphiniques, c'est bien. Donc on n'est pas obligé d'être extrémiste et de passer de tout à rien. Mais si on associe des techniques, comme tu le proposes, qui permettent de diminuer les morphiniques, c'est déjà un gain. Et c'est quoi quand tu dis on fait bien l'intubation en OFA là, tu dis ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est faire bien? Faire bien, c'est-à-dire qu'on a les mêmes... Alors, il y a un papier qui l'a montré, qui est un petit papier, mais en pratique, l'expérience qu'on a, c'est qu'on a les mêmes conditions d'intubation avec ou sans morphinique.
peux nous dire un peu les doses pour des gens pour la qui nous dexméthomédine, écoutent? alors la qu'est-ce qu'il dexméthomédine faut en faire? pratique, il faut la commencer. C'est le seul limite un peu, c'est qu'il faut la commencer un peu à l'avance. Il faut que le patient il soit imprégné. Donc il faut se donner 10 minutes quoi. Donc nous, dès que le patient il arrive, on lui branche sa seringue de dex, le temps de finir de tout préparer. Et quand on voit qu'il commence à être un petit peu imprégné, alors comment on voit, c'est-à-dire que le patient il commence à dire qu'il est un peu sédaté, et puis sa fréquence cardiaque se ralentit. On considère qu'il est imprégné et on fait l'induction d'anesthésie standard avec ce qu'on veut, de propofol. Et ensuite, si on curarise, parce que moi, je suis en chirurgie digestive, donc on curarise, on est dans des conditions d'intubation qui ne sont pas différentes de si on avait fait un morphinique, mais on fait aussi de la lidocaïne IV, on fait aussi de la kétamine. Jean-Michel, Gérald, des questions? Oui, merci Hélène. Moi j'ai une question. Est-ce que vous n'avez pas plus de collapsus à l'induction avec la DEX chez un patient déjà qui commence à bradycarder? Est-ce que vous faites très attention au maintien de la volémie ou la restauration de la volémie avant? Alors on fait ça qu'en chirurgie programmée. Donc on n'est pas dans des cas de patients hypovolémiques en péritonite. Voilà. Ensuite, l'expérience montre, et si on regarde la littérature, tout le monde a peur de la bradycardie et de l'hypotension. Et en fait, ce qui arrive souvent, c'est plutôt une hypertension. Donc, je pense que c'est souvent si on n'est pas tout à fait prêt, qu'on est allé un peu vite, qu'on a une hypertension. Mais non, on n'a pas d'événement type bradycardie ou voire collapsus, comme tu dis. On n'a pas du tout ce genre d'événement-là à l'induction. Quand les patients commencent à être bien imprégnés, on ralentit un petit peu la seringue. Et ensuite, on a des feuilles d'anesthésie qui sont comme ça, hein, vraiment. Et on a des feuilles d'anesthésie comme ça parce qu'effectivement, l'hémodynamique, elle est stable. Donc non, on n'a pas eu ce genre d'événement-là, mais encore une fois, on fait ça sur des patients programmés qui ne sont pas hypovolémiques, qui ne sont pas... Bien voilà. sûr. On n'a pas... Je ne le recommanderais pas sur un patient qui arrive du déchoc et qui est hypovolémique. Hein. Bon, je crois que tu nous as en tout cas délivré un certain nombre de messages importants, notamment que d'administrer des morphiniques, c'est pas anodin, qu'on peut dans un certain nombre de situations très largement restreindre, voire s'abstenir carrément d'administrer des morphiniques, et puis surtout que cet apport d'oxygène en post-op, comme on le fait un peu trop souvent probablement tous, est peut-être pas une très bonne idée, et que dans plein de cas finalement on peut se passer d'un apport systématique d'oxygène, et que ça peut permettre justement de diagnostiquer ces patients qui sont faussement rassurants parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont hypoxémiques. Jean-Michel? Si tu veux bien me donner la parole, juste un peu. Non, parce qu'on est en train de déborder, donc... Non, mais ce que dit Hélène est très intéressant, ça vaut le coup qu'on déborde un petit peu. Non, pour aller au bout de ce qu'elle dit, si on fait une analogie avec la sédation orale, le seul problème de la DEX en anesthésie, c'est qu'il n'y a pas d'AMM. Ouais. Mais en dehors de ça, avec la clonidine, il faut arrêter de croire qu'on peut faire de la sédation avec la clonidine. Les quelques études qui ont comparé DEX et clonidine montrent que ça ne marche pas. En réa, on ne peut pas faire de sédation avec la clonidine, c'est une fausse idée. Je ne parle pas de la clonidine comme co-analgésie sur le sevrage, par exemple en alcoolique ou en benzo, mais pour faire de la sédation, ça ne marche pas, c'est pas maniable. Donc effectivement, quitte à le faire, il faut faire de la DEX, avec la limite que c'est off-label tout de suite. Oui, mais l'autre chose, c'est que quand même la demi-vie n'est pas la même, et la clonidine, ça a une demi-vie très très longue. Alors en post-opératoire, je sais pas, j'ai jamais fait, mais en post-opératoire, ça doit être long, je pense. Voilà. J'ai une question de Pittsburgh, enfin pas une question, une remarque. On vous demande de ne pas rallonger le temps de parole, s'il vous plaît, Monsieur Constantin. Donc,